Ricky Stanicky de Peter Farrelly avec Riley Styles, Zac Efron, Andrew Santino et John Cena entre autres. Ça raconte l'histoire de trois amis d'enfance qui, suite à une farce qui va mal tourner, vont s'inventer un ami imaginaire qui va prendre les responsabilités de leurs bêtises. Le film se déroule des années plus tard lorsqu'ils sont adultes, donc ils ont chacun leur vie, on comprend qu'ils font souvent appel à ce fameux Ricky Stanicky, ce personnage qu'ils ont inventé, et donc à chaque fois qu'ils l'invoquent, etc., ils écrivent pour absolument rien oublier, donc ils font une sorte de bible comme ils l'appellent, un livre où ils ont toutes les infos dessus. Un jour ils vont faire un compte d'un acteur amateur qui est joué par John Cena, qui est plutôt relou de prime abord, et en fait ce groupe d'amis va à un moment donné se retrouver dos au mur, et donc va devoir présenter cet ami imaginaire à leur famille, leurs amis, etc. Et donc ils vont faire appel au service de cet acteur qu'ils avaient rencontré plus tôt. Que dire du film vraiment sans intérêt. Alors, il y a plusieurs moments où j'ai quand même souri, hein. Enfin, déjà, John Cena, j'aime beaucoup. Zac Efron aussi. Bon, là dans ce rôle-là, il est inutile. Mais oui, c'est John Cena qui, on va dire, porte un peu le film. Notamment les scènes où il chante des chansons sexuelles en reprenant des chansons d'Alice Cooper ou de Billy Idol. Enfin, c'était vraiment drôle. Mais après, voilà, ça vole pas très haut. L'histoire de base, c'est pas non plus hyper original. On sait à chaque fois ce qui va se passer. Enfin, voilà, c'est le film typique d'une comédie avec cette montée, sa descente, et puis la fin qui finit bien. Donc voilà, c'est un film qui est sur Prime Video, je crois. Ça m'étonne pas, hein. L'énorme majorité des films plateformes sont à juste titre sur les plateformes, parce qu'au cinéma, ça marcherait pas, quoi. C'est pas du tout la même qualité. Donc voilà, si vous avez envie de voir un film où John Cena fait le clown, pourquoi pas, sinon autant voir autre chose. Immaculé de Michael Mohan avec Sydney Sweeney et Alvaro Morte, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune sœur américaine qui va décider, suite à la fermeture d'un couvent chez elle, d'aller vivre dans un autre couvent qui se trouve en Italie, mais qui est apparemment très très réputé, surtout très ancien. Sauf que ce couvent, bien sûr, il s'y passe des choses pas très normales, et à un moment donné, elle va tomber enceinte alors qu'elle n'a couché avec personne. Et de là, tout le couvent vont essayer de la garder très proche d'elle parce que, tout simplement, ils croient en l'Immaculée Conception et au retour de leur prophète. Vraiment aucun intérêt, hein, ce genre de film. Là, s'il y a peut-être une petite nouveauté en plus, c'est le fait qu'on prenne l'image de Marie, hein, vierge, tombe enceinte sans avoir couché, et de voir comment ça va se passer dans le couvent, mais au-delà de ça, voilà, il y a vraiment zéro surprise. Après aussi, on peut noter que c'est un film un peu horreur, mais qui est pas vraiment fantastique, alors que dans un concept de couvent, de nonnes et compagnie, ça tourne beaucoup autour des esprits. Bon là, sans en dire trop, bien sûr, hein, y a l'image de Dieu, du diable, etc., mais c'est quand même plus orienté réel, quand même, plus thriller, que vraiment le côté fantastique de l'horreur. Même s'il y a quelques moments qui sont un peu bizarres. Mais au-delà de ça, voilà quoi, y a rien de fou. Enfin, les seuls moments qui font un peu peur, c'est en fait des jumpscares, donc vraiment zéro nouveauté, hein. Je veux dire, c'est vieux comme le monde, mettre un petit suspense et mettre du bruit hyper fort avec une image qui agresse, je veux dire, tout le monde peut le faire. Il y a justement, à un moment donné, une scène que j'ai trouvée intéressante, où à un moment donné, elle se balade dans un salon avec sa bougie en pleine nuit, et à un moment donné, elle voit de la lumière arriver dans un couloir comme ça, et avec du bruit, des bruits de pas qui s'approchent, et plus les bruits de pas s'approchent, plus la lumière s'éteint. Et ce truc-là, j'ai trouvé intéressant, mais malheureusement, ça sert à rien dans la scène par la suite. Sinon, c'est banal, y a vraiment aucune surprise, quoi. Alors après, peut-être oui, la petite surprise, c'est que c'est quand même un peu gore. Alors, il y en a pas à chaque scène, hein, mais voilà, les quelques moments de violence sont bien violents et bien gore, donc ça, à la limite, pourquoi pas, ça change. Mais voilà, je le conseille pas forcément. Imaginary, de Jeff Wadlow, avec DeWanda Wise, Tom Payne et Tegan Burns, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une femme qui va vivre donc avec son chéri qui a deux filles, et qui vont emménager dans dans sa maison d'enfance, sachant que cette femme fait des rêves très étranges et très glauques, et qu'elle regorge d'imagination, et donc dans cette ancienne maison, la belle-fille de l'héroïne va retrouver une peluche
un ourson, et en fait elle va en faire une sorte d'ami imaginaire, elle va le faire parler, etc. Et donc la femme va être très proche de cette petite fille, parce que les deux, elles partagent cette imagination débordante, et de là va commencer des trucs un peu chelous et surnaturels avec cet ours. Alors j'ai été, on va dire, assez bien surpris, dans le sens où, au début je voulais pas le voir, j'ai eu vraiment des critiques affreuses dessus, je me suis dit, ça va être de la merde. D'ailleurs, là je regarde en ce moment, mais la critique presse est de 2/5, et la critique spectateur 1,9/5. C'est vraiment horrible. Et finalement, bon, je l'ai vu avec un ami qui avait envie de le voir, et bah du coup, je l'ai trouvé pas trop mal par rapport à ce que j'imaginais. Les scènes qui font peur pour un film d'horreur, et bah je les ai trouvées plus efficaces que tellement d'autres films d'horreur qu'on voit depuis des années. Donc là aussi, je trouve que c'est sympa. Mais cette histoire d'imaginaire qui devient un peu horreur et tout, pourquoi pas? Et en vrai, je comprends pas pourquoi, genre, ce film a une note aussi pourrie, alors que quand tu vois les Conjuring, La Nonne, enfin vraiment tous les films d'horreur comme ça de ce style, ils ont des notes vraiment meilleures, alors que ces films sont des daubes absolues. Enfin, vraiment, je comprends pas les gens. Après, voilà, pour rentrer dans le spoil du film, au début, on peut se dire, ouais, c'est un peu comme une Annabelle avec un objet qui est un peu hanté et tout, mais là où c'est bien, c'est qu'il y a le twist à la fin où on comprend qu'en fait, l'ours en peluche n'existe pas, et ça, je l'ai trouvé ça original sur le coup. C'est vrai que la fin, elle est pas, quand ils rentrent dans le monde surnaturel, au final, ça fait moins peur, alors que ça devrait être justement l'endroit où c'est le pire, et ouais, je trouve pas ça hyper horrible. Puis c'est surtout que le message qui est dit par ce monstre-là, c'est de dire qu'en fait, s'ils restent, ces gens-là restent dans le monde imaginaire, ils peuvent vivre tout ce qu'ils veulent, genre ça peut être le paradis rêvé, quoi. Alors c'est vrai que c'est un rêve et ils sont enfermés quelque part, c'est pas la réalité, mais en vrai, il y a pire, quoi, comme truc horrible. En gros, tu peux vraiment rêver tous les trucs super que t'as toujours imaginé. Donc voilà, je trouve ça fait pas hyper flipper. Et c'est dommage parce que la fin, ils auraient pu s'arrêter au moment où donc t'as l'impression que c'est bon, ils ont tué le monstre, qu'ils reviennent, ils ont scellé la porte, qu'ils reviennent dans le monde réel. Et t'as donc l'héroïne là qui est à l'hôpital avec son père et donc son compagnon et ses belles-filles. Donc c'est un peu un happy end. Et là, bam, il y a un twist où on se rend compte qu'en fait elle est encore dans le monde du cauchemar, quoi, le monde alternatif. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et en fait, bah non, ça se finit pas comme ça, elle va se faire s'en sauver et ressortir et retourner dans le monde réel et happy ending. Donc c'est dommage, parce que même les films d'horreur, j'ai l'impression que les studios s'interdisent de finir mal. Vraiment, le happy end, ça doit être dans le contrat. Alors la fin, bon, c'est typique des films d'horreur, c'est-à-dire que t'as un petit suspense à la fin, mais d'ailleurs, toute scène de fin, elle est rigolote, quand ils rentrent dans l'hôtel et qu'ils voient un nounours à un moment donné. Franchement, c'est rigolo. Mais voilà, même les films d'horreur, ils ne peuvent pas mal les terminer, quoi. C'est obligé de bien finir, même si t'as un petit suspense à la fin. Et ça, c'est dommage, il serait temps que ça change aussi. Donc voilà, pour conclure, effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, je vous conseille pas de vous jeter sur le film, mais voilà, si vous aimez le genre épouvante-horreur, bah moi je le trouve mieux que la plupart de ce qu'il y a au cinéma. Donc si vous aimez la plupart des films d'horreur du moment, bah, celui-là, je pense qu'il devrait vous aller aussi. Dans la peau de Blanche Houellebecq, de Guillaume Niclou, avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq, entre autres. Ça raconte l'histoire de Michel Houellebecq qui va rencontrer Blanche Gardin en Guadeloupe lors d'une promotion pour la sortie d'un nouveau livre. Et sur place, les deux vont faire des rencontres ou faire face à des situations plus ou moins étonnantes. Le pitch en soi, il est quand même assez simple. Alors sur le coup, en voyant le titre, je pensais qu'il y allait avoir une histoire un peu fantastique de l'un dans le corps de l'autre, mais pas du tout. Alors comme les films généralement avec Houellebecq, bon je sais pas si on a fait beaucoup, mais j'en avais vu un autre qui s'appelait Thalasso, je crois, avec Depardieu, où en fait ils jouent leur propre rôle. Donc ils jouent vraiment ce qu'il est dans la vraie vie, hein, un écrivain, romancier. Alors en soi, je sais pas si Blanche Gardin joue vraiment son rôle. Je crois pas qu'elle soit humoriste dans le film. Elle est plutôt l'attachée presse ou le manager de Houellebecq, enfin je sais plus trop. Mais c'est vrai que oui, en y repensant, il y a peut-être que Michel Houellebecq qui a vraiment son propre rôle. Mais voilà, donc ça se passe dans un monde réel au nôtre. Et le film est correct en fait. Il est pas extraordinaire, il y a pas des trucs de fou, mais en fait, j'aime bien avec ce genre de film où du coup Houellebecq joue son propre rôle, c'est que il y a un côté très nature, très réaliste au film, même si voilà, les dialogues sont écrits et choisis par le réalisateur, mais il y a beaucoup de scènes où c'est vraiment des scènes de vie normale, où les gens parlent, disent ce qu'ils pensent, etc., sur plusieurs sujets. Du coup, je trouve ça intéressant, ce qui est dit dans le film, je pense qu'il y en a beaucoup de réalité de ce que Michel Houellebecq pense en vrai. Et puis voilà, il est intéressant, il y a quelques passages comiques, un peu loufoques, et les deux acteurs, là, Blanche Gardin et Michel Houellebecq, je trouve que voilà, ils font très bien le taf dans le film. Toutes les scènes de dialogue sont intéressantes. Donc voilà, c'est un film qui est un peu étonnant, parce que ce genre de film, c'est pas très courant, mais du coup,
c'est toujours bien, ça fait du bien de voir d'autres films qui changent un peu. Donc voilà, s'il est toujours dans votre cinéma, pourquoi pas aller faire un tour. Pas de vague, de Teddy Lucie Modeste, avec François Civil, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un jeune professeur de français qui est nouveau dans un établissement, ou là depuis quelques mois. Du coup, comme il est jeune professeur, il est pas forcément dans le meilleur des établissements, et en fait, il va faire face à une jeune fille qui va l'accuser d'harcèlement. De là va monter crescendo les emmerdes pour lui. Que ça soit de point de vue de cette jeune fille, de ses relations à cette jeune fille, de la classe en général avec d'autres élèves, et des professeurs et même du proviseur de l'établissement. Enfin, voilà, j'aime bien l'acteur, donc j'avais envie de le voir. Et au final, vraiment très bien. On voit vraiment la descente aux enfers, en fait, de ce professeur. En plus, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Les faits sont réels. Ce qui est bien, c'est que le film, il m'a angoissé. Parce que, voilà, ça doit être un film, ça démontre une réalité en France, hein, de l'éducation nationale, de la situation des professeurs, des écoles en général. Et vraiment, ouais, c'est angoissant. Pendant un film, je me suis dit, mais heureusement déjà que moi, en tant que personne qu'élève, c'est fini, c'est derrière moi, que je suis plus là-dedans. Franchement, quand je vois le niveau des étudiants, des collégiens et tout, mais c'est une horreur. Franchement, je plains les quelques enfants qui sont entre guillemets normaux, qui foutent pas la merde et qui aimeraient juste vivre une vie normale dans ce genre de milieu, mais quelle horreur, quoi, vraiment un calvaire. Et j'ai encore plus de compassion et de pitié pour les professeurs, quoi, parce que c'est une horreur. Donc là, la situation de harcèlement, bien sûr, c'est le fil conducteur du film, et là, d'ailleurs, justement, c'est dommage, on le sait dès le début, en fait. C'est dommage qu'ils aient pas plus fait durer le suspense, entre savoir qui dit la vérité, parce qu'il y a des moments où, en plus, quand le professeur essaie de se défendre, tu te dis, ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné qui nous fait comprendre directement la vérité. Donc ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient dû l'amener plus tard, cette révélation. Mis à part ce côté-là, il y a vraiment le côté, la situation qu'il y a dans les écoles, avec le fait que du coup, le professeur essaye aussi, lui, de se défendre et donc de porter plainte. On voit que non seulement dans sa classe, ça part en couille, il se fait plus respecter, c'est l'enfer. Au niveau de ses collègues, on voit qu'il y a de la suspicion, ou en tout cas, il n'y a pas d'entraide. Il y en a un peu au début, mais bon, voilà, c'est un peu succinct. Et aussi, il n'y a pas non plus de soutien au niveau de la hiérarchie supérieure. Enfin, vraiment, voilà, ça met dans une situation où tu te dis, mais quel enfer, quoi. Vraiment, respect à eux. Et oui, je voulais relever une scène que j'ai adorée dans le film. Ça, déjà, c'est un truc que j'aime bien quand il y a une scène qui sort du film. Il y a beaucoup de films comme ça qui ont des scènes mythiques. Et là, dans celle-là, la scène, je trouve, qui ressort, c'est une scène où, pendant le film, à un moment donné, ils votent pour une histoire de cagnotte. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ou c'est une cagnotte pour aider le professeur qui est dans la merde. C'est un vote qui se fait avec les professeurs. Et à la fin du film, il y a la même situation qui se passe. Et là, c'est donc François Civil, qui voit qu'en fait il dérange, et tout est là, le problème de pas de vagues, etc., faut pas faire de vagues, et donc lui il dit ouais, qu'est-ce que c'est la solution, c'est de se suicider, et tu vois que ça fout un froid et que ça met une gêne dans toute la salle, et lui il continue en disant qui vote pour, qui vote contre, et qui s'abstient, en parlant de se suicider, quoi. Et donc cette scène j'ai trouvé vraiment forte pendant le film, et j'ai beaucoup aimé. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, de Ariane Louis XVI, avec Sarah Monpetit, et Félix-Antoine Bénard, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune vampire qui vit au Québec avec sa petite famille, mais qui a un problème, c'est-à-dire que ses canines ne poussent pas, et qui a vraiment du mal à l'idée de tuer des humains pour se nourrir. Plus tard, elle va faire la rencontre d'un suicidaire. Les deux, d'un commun accord, vont décider de s'aider l'un l'autre. Il n'y a pas beaucoup de films québécois qui sortent au cinéma en France. En général, je suis toujours content quand j'en vois un, et lui ne fait pas exception. J'ai vraiment aimé le film, j'ai trouvé original, sympa. De toute façon, c'est simple avec les films québécois, si c'est pas des drames, ça a vraiment une good vibe qui est vraiment pure, naturelle, qui est vraiment trop bonne. Et donc même là, dans un film où bon, voilà, ça parle de vampires et de tuer des humains, et ça a un fond un peu d'horreur épouvante, mais ça reste quand même une comédie. L'humour, elle est juste, enfin voilà, il y a plein de moments qui sont drôles. Le fait de jouer avec cette famille on est vraiment à l'intérieur de cette famille qui apparaît ordinaire de leur point de vue, avec donc les problèmes de leur fille, qui a des dents qui poussent pas, puis même plus tard après, qui est un peu contre l'idée de tuer et tout ça. C'est vraiment bien fait, je trouve. Et puis aussi le fait de rencontrer ce garçon qui veut se suicider, et du coup qui n'a absolument aucun problème avec le fait de se faire tuer par la vampire. Ça donne des scènes qui sont vraiment toutes sympas, drôles quand il faut, touchantes aussi, et du coup voilà, ça fait le taf. Et là j'ai beaucoup aimé l'actrice, l'incarnation de son personnage, j'ai trouvé vraiment bien. Donc voilà, il a pas fait beaucoup de bruit, moi j'ai mis du temps à voir le film parce qu'il passait pas dans les salles où j'avais l'habitude d'aller. Mais voilà, pour ceux qui ont ce film qui passe encore dans leur cinéma, je conseille d'aller le voir. La vie de ma mère, de Julien Carpentier, avec Agnès Jaoui et William Lebguil.
Ça raconte l'histoire d'un homme qui a la trentaine, et donc il tient une boutique de fleurs et qui a sa petite vie, qui est très occupé par son travail, et un peu préoccupé émotionnellement, mentalement. Un jour va ressurgir sa mère, et donc on va comprendre qu'elle est sortie d'hôpital psychiatrique. Donc on comprend très vite la relation qu'ils ont les deux, et donc cette femme qui est complètement... Là, dans le film, elle est maniaco-dépressive, et on comprend qu'elle est dans sa phase maniaque, pleine d'énergie, beaucoup trop, même à l'excès. En plus de ça, elle boit de l'alcool, donc elle est joyeuse, euphorique. Et donc son fils qui n'en peut plus, en fait, et qui n'arrive pas à la gérer, et c'est très dur pour lui. Pendant le film, en fait, ça va surtout se passer sur, globalement, une journée, où, en fait, il va vouloir renvoyer sa mère en hôpital. Pendant la journée, bon, bien sûr, elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas y retourner. J'ai bien aimé le film, c'était très beau. Les deux acteurs sont vraiment impeccables, ils jouent extrêmement bien. William Lebguil, franchement, j'aime beaucoup cet acteur. Il mérite à monter vraiment parce que voilà, on l'a connu dans la série Soda, hein, mais depuis il a fait quelques films sympas et celui-là c'est mon préféré avec lui. Agnès Jaoui, je la connaissais pas trop, je l'avais vu dans Le Dernier des Juifs là il y a pas longtemps, qui du coup bah ouais, je trouve qu'elle joue très bien aussi. Et voilà, l'histoire est très touchante. Ah, c'est dramatique, hein, il y a beaucoup de moments émouvants. De voir d'un côté cette mère qui aime son fils mais qui a fait que de la merde et qui sait qu'elle est malade et qu'elle arrive pas à se contrôler, etc. Et qui à côté effectivement est tellement chiante, et d'un côté son fils, tu le vois que il est surpassé en fait, et qui peut pas, qui peut plus, mais que malheureusement il y a certains moments où voilà, il voit sa mère et il l'aime, etc. Donc c'est vraiment un très beau film que je conseille de voir. Heureux gagnant, de Maxime Govard et Romain Choé, avec entre autres Audrey Lamy, Fabrice Eboué et Hanno Greenberg. C'est un film à sketch, un peu à la Nouveau Sauvage, là, le film espagnol où ça partait en couille et plein de scénettes. Là, c'est un peu le principe. Là, il y a 4 histoires, il me semble, où on rencontre à chaque fois des gens qui vont gagner au loto. C'est un film comédie, mais humour noir, quoi. Donc, ils gagnent le gros lot, mais il va se passer des dingueries plus ou moins négatives, plus négatives que positives. Donc, on a d'abord le couple un peu, limite ric-rac. On a la jeune femme célibataire, on a les terroristes, et on a le groupe d'aides-soignants, qui était dans un EHPAD, je crois. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Toutes les histoires sont intéressantes, il n'y en a pas une où on se dit « Oh, vas-y, on se fait un peu chier, vivement que ça passe à une autre ». Que ça soit Fabrice Eboué au début, j'adore l'acteur, et puis voilà, elle est complètement barrée, fun et tout. L'histoire de la jeune femme au couple aussi, savoir si la rencontre avec ce super beau gosse, apparemment parfait, est-ce que c'est une arnaque ou pas. Enfin voilà, c'était vraiment bien de savoir justement le vrai du faux. L'histoire avec les terroristes, je la trouve vraiment top. Et sur le coup, c'est pas mal parce que pour ma part, c'est la première fois que je vois mettre en scène des terroristes où on est de leur point de vue. Donc c'est quand même vraiment gênant, surtout, on va dire, par rapport à notre actualité, etc. Mais au final, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont dites dedans. Enfin, je trouve que les dialogues dedans sont plutôt bons. Et mine de rien, voilà, vu que c'est les personnages principaux de ce sketch, on les déteste parce qu'ils veulent faire quelque chose d'horrible, mais en même temps, on rigole avec leur façon d'être et tout. Donc ce sketch-là des terroristes, j'ai trouvé vraiment très intéressant, et j'ai adoré la fin, franchement. Et puis même le sketch de fin avec les aides-soignants, là, et je pense que c'est mon préféré, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le début, comment ils apprennent qu'ils vont être millionnaires, et comment il va se passer des séries de malchance. Mais en tout cas, ouais, voilà, franchement, j'ai bien aimé. Généralement, j'aime bien les films à sketch, des sortes de courts-métrages en fait. Du coup, ce qui est sympa dans les courts-métrages, c'est que tu peux facilement, quand t'as une bonne idée, ça peut être plus facile de l'écrire rapidement et sans que t'écrives 1h30 de film. Et donc là, c'est pour ça que ça marche, c'est que chaque petite scène, le film total fait 1h43, ça doit être quoi, 25 minutes à peu près, un sketch. Donc du coup, bah voilà, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Tout ce qui est dedans est généralement utile et intéressant. Et donc voilà, si vous avez envie de rire et que vous aimez un peu l'humour noir et tout, je vous conseille vraiment le film. Là, sur le coup, voilà, comédie française, et ben ça vaut le coup, quoi. Avec tout le reste des daubes qu'on voit, bah celui-là, voilà, vraiment, il est top. La salle des profs, de Ilker Satak, avec Léonie Benech, Michael Klammer et Raphaël Stakiowak, entre autres. Alors désolé pour la prononciation des noms, c'était pas facile. Le film se passe dans un collège allemand, et ça raconte l'histoire d'une professeure qui est plus ou moins nouvelle dans l'établissement, qui a une très bonne complicité avec ses élèves, hein. Alors c'est marrant parce que je sais pas si c'est vraiment commun à plein d'écoles en Allemagne, mais là, par exemple, elle est prof de mathématiques et de sport. Le film commence avec le fait qu'il y a des vols dans l'école. Et en fait, à un moment donné, cette professeure va essayer de piéger le ou la voleur. Enfin, elle va laisser la caméra allumée de son ordinateur dans la salle des profs, justement, où elle va laisser son portefeuille seul. Et elle va se rendre compte qu'une personne a volé de l'argent dans son portefeuille. Elle va essayer de régler le problème, mais ça va prendre des proportions
énorme. Et en fait, même si ça part d'une bonne intention et que elle est plutôt victime dans cette affaire-là, le fait qu'elle est filmée, ça va poser des problèmes. Et donc voilà, il va y avoir toute une série, une cascade d'événements qui va aller de pire en pire pour elle. J'ai beaucoup aimé le film. Ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un côté un peu drame au sens large, hein, où ça raconte voilà, une professeure dans les écoles, comment ça se passe, comment elle arrive à gérer les situations, les conflits avec les élèves et tout ça, même après le côté relationnel avec ses collègues et tout. Et il y a un côté, on va dire, un peu policier avec cette affaire de vol et comment ça va monter en épingle et comment voilà, ça va être une situation de pire en pire pour elle. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Et vraiment le côté où justement elle, qui à la base subit le truc, est petit à petit en train de se faire tomber dessus par tout le monde, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Il y a une musique dedans qui est hyper stressante et qui met vraiment mal à l'aise, qui est toujours dans l'anxiété. Et on ressent en vrai ce que elle ressent, et d'ailleurs je trouve que l'actrice elle joue vraiment extrêmement bien. On ressent tout sur son visage en fait, et on voit comment elle arrive à prendre sur elle, que ça soit envers les enfants ou envers ses collègues, comment elle arrive à bien parler, à dire les bonnes choses, jusqu'au moment où ça déborde et tout. Enfin, vraiment excellente l'actrice. Et puis même l'intrigue du film est vraiment pas mal, parce que mine de rien, on est avec elle pendant tout le film, et on se dit putain mais la pauvre, est-ce qu'elle va s'en sortir? Et quand tu vois comment ça prend des proportions énormes, c'est vraiment horrible. Après il y a juste un petit bémol que j'ai trouvé vers la fin du film, où il y a une histoire à un moment donné. Dans l'école, dans le collège, il y a un journal tenu par des étudiants, bon, en l'occurrence des collégiens. Et là, il y a un passage où elle est interviewée et où donc il se passe un truc après par rapport à ça. Et là, par contre, j'ai trouvé un peu trop gros. Là, ce passage dans le film, c'est l'exemple cliché du journalisme qui dit de la merde et qui déforme les propos de la personne interviewée, parce que quand t'entends son interview, quand elle parle, et quand t'entends ce qu'elle écrit dans le journal, tu te dis là, c'est too much. Et puis tu te dis, mais genre, ok, c'est des étudiants, enfin c'est des enfants qui font le journal, mais à un moment donné, je veux dire, il y a personne, il y a aucun adulte qui gère quand même le pôle journalisme et qui contrôle, avant même, genre, ce qu'ils impriment et tout ça, les revues du journal et tout ça, sans lire ce qu'il y a avant. Ah, voilà, ça, ce passage, je l'ai trouvé un peu trop gros, donc là, j'ai trouvé que c'était un peu too much, quoi. Mais sinon, vraiment, tout le film, vraiment très bien. Vraiment, ouais, rien à dire, je conseille le film, parce que je pense pas qu'il soit vraiment très, très connu, mais il mérite d'être vu, parce que voilà, c'est vraiment très bien fait. La jeune fille et les paysans, de D.K. Welkman et Hugh Welkman, avec Kamila Urzedowska, Nadia Tereksiewicz et Robert Guladzic, entre autres. Alors désolé pour les prononciations polonaises. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit dans une ferme, un milieu rural polonais de la fin du 19e siècle. C'est la vie qui se passe dans cette ferme avec des histoires d'adultère et de jalousie, de territoire avec l'histoire des fermes et compagnie, entre le père, son fils. Mais voilà, ça tourne, l'histoire est quand même centrée autour de cette jeune fille qui est autour de toutes les histoires. Et la particularité du film, c'est qu'il est tourné en fait avec des vrais acteurs en prise réelle, sauf que par-dessus les images, à chaque image, des artistes ont peint par-dessus. En fait, le film donne une espèce de peinture en fait, de peinture vivante, avec ultra réaliste, parce que c'est vraiment les acteurs qui jouent derrière, hein, et vraiment ça rend un effet incroyable. Et je me suis posé la question pendant le film de me dire, si ce film était sorti en prise réelle, sans ça, on en aurait beaucoup moins entendu parler, déjà que là on n'entend pas beaucoup parler, mais je pense qu'il serait vraiment passé inaperçu. Le film, au final, j'ai trouvé très bien, il est vraiment très beau, mais le fait d'avoir rajouté ce côté peinture, et du coup ça c'est vraiment unique, hein, j'ai jamais vu ça auparavant, et vraiment l'effet est vraiment magnifique, du coup c'est vraiment un truc en plus, je veux dire ce film il sort du lot parce qu'il est fait comme ça, donc voilà, c'est très malin, très intelligent d'avoir fait ça, plutôt que de l'avoir sorti en mode film normal. Je sais pas si, en étant objectif, le film est pas incroyable, mais en fait, c'est là où on voit que la forme est des fois aussi importante que le fond dans un film. Je pourrais même donner l'exemple du film 300 de Zack Snyder, qui sur le fond, quand on y pense bien, est un film ultra basique, bateau, où il y a des hommes musclés qui se tapent sur la gueule, et qui pourtant est un chef-d'œuvre absolu du cinéma, grâce à sa forme. Et donc là, pour ce film, c'est un peu pareil, dans le sens où l'histoire, je pense pas qu'elle sorte du lot, qu'elle soit exceptionnelle, mais la forme, c'est-à-dire à la fois l'image, et surtout la musique. Vraiment, ce film est un chef-d'œuvre musical. C'est, je pense, des musiques composées vraiment des musiques polonaises, mais elles sont magnifiques, vraiment. Enfin, tout le film, vraiment du début à la fin, on est transporté par cette musique. Et donc voilà, ça fait que l'image, le son, et plus voilà, l'histoire qui se passe avec cette jeune fille, tout ça, on est vraiment transporté dedans. Et voilà, ça fait que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et donc voilà, je suis content. En plus, ça change, c'est un film polonais, ça change des films occidentaux. Donc voilà, que du positif.